molili kala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola izabwaga kayete hapo kolinga atukiwa na te apesi tipo moi na ye pona ngai na koma kolinga ye na koma kolinga ye tene na kufa na koma kolinga ye koma kolinga ye tene na kufa biloko motuya bato bakufelaka Yesu andimi kotango kati na ngai naza base de terre ebandanaka bamba andimi riska il a investi en moi afungoli nzela alakisi ngai yango asukiwa na te azotambwisa ngai nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye mbiziga nyonso nakoma kolanda ye koma kolanda ye mbiziga nyonso Mesdemoiselles et messieurs, l'Université de Kinshasa organise ce jour, le samedi 22 août 2020, une séance académique de soutenance publique d'une thèse d'agrégation en médecine par Monsieur le chef des travaux Serge Bissouta Foueta du département de médecine interne
à la faculté de médecine de notre institution universitaire, intitulée de la thèse « Modélisation mathématique intégrant les données épidémiologiques pour le contrôle de la tuberculose multirésistante dans un pays à ressources limitées, cas de la RDC. Promoteur de la thèse, M. le professeur Jean-Marie Kaïré-Toumba, doyen actuel de notre faculté de médecine. Président du jury, M. le professeur Benjamin Longo Benza, doyen honoraire de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Président de la séance, Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, empêché, il est ici représenté par Monsieur le secrétaire général administratif de notre institution universitaire, le professeur Godefroy Kabengé Diboué. L'ordre du jour de la séance académique comporte 12 points. 1. Ouverture de la séance par Monsieur le représentant du recteur. 2. Vérification du dossier du candidat par Monsieur le secrétaire général académique, empêché, il est ici représenté par Monsieur le vice-doyen chargé de l'enseignement au sein de la faculté de médecine, le professeur Roger, Monsieur le professeur Roger Rumba Dimos. Présentation du candidat par Monsieur le doyen de la faculté de médecine. Ce rôle sera tenu par Monsieur le vice-doyen chargé de l'enseignement, Monsieur le professeur Roger Rumba Dimos. 4. Présentation des membres du jury par leur président. Et celui-ci sera présenté à son tour par Monsieur le vice-doyen chargé de la recherche, spécialisation et agrégation, Monsieur le professeur Éric Kamamou Tamboué. 5. Présentation du résumé de la thèse par le candidat et le débat avec les membres du jury. 6. Suspension de la séance et délibération à huis clos pour la première composante de l'épreuve. 7. Reprise de la séance et la leçon publique assurée par le candidat. Le sujet de sa leçon est actualité dans le traitement du cancer broncho-pulmonaire. 8. Suspension de la séance pour la seconde fois et délibération à huis clos pour l'ensemble des 2 composantes de l'épreuve. 9. Reprise de la séance et proclamation du résultat. Proclamation du résultat de l'épreuve par M. le président du jury. 10. Collation du grade académique en cas de résultats positifs et remise des insignes de l'université de Kinshasa aux lauréats par M. le président de la séance. Il s'agit de la toge, du fanion et du diplôme de doctorat de notre alma mater. 11 mots de circonstance qui seront prononcés tour à tour à la fin de la séance par le lauréat du jour, par M. le doyen de la faculté de médecine et par le président de la séance. 12 enfin clôture de la séance académique par M. le représentant du recteur. Avant d'inviter Monsieur le représentant du recteur à pouvoir procéder à l'ouverture de la séance, nous demandons aux personnes munies des téléphones mobiles ici dans la salle de veiller à ce que la sonnerie de leurs appareils ne perturbe pas le bon déroulement de l'épreuve. D'autre part, il est interdit, pendant les débats entre les candidats et les membres du jury, de manifester, interdit au public, de manifester ses sentiments par des cris de joie, des coups de sifflet, de vuvuzela ou par des applaudissements. Le public est autorisé à exprimer ses émotions. Ça sera au moment de la proclamation du résultat de l'épreuve et au moment de la collation du grade académique. Merci. À présent, nous invitons Monsieur le secrétaire général administratif, représentant Monsieur le recteur empêché, à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance académique de ce jour.
l'ouverture de cette séance qui va avoir lieu tout à l'heure. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de tous les professeurs de la faculté de médecine qui nous ont laissé pendant cette période de 3 mois. Je vous remercie. La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite le vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de médecine à vérifier les dossiers académiques du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat, M. le chef des travaux ici par présent. Nous, professeur Roger Oumbadimon-Sifoy, vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de médecine, agissant au nom du secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, vu les rapports établis par les services techniques du secrétariat général académique de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat, le chef des travaux ici par président Serge, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes matériels étudiés, la régularité de son inscription à l'épreuve d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine et le paiement des frais y affectés. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Fait à Kinshasa, le 22 août 2020, pour le secrétaire général académique, le vice-doyen chargé de l'enseignement, professeur Oumbadimon. J'invite à présent le vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de médecine à présenter le candidat. Présentation du candidat, le chef des travaux du sous-président Serge, et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour le prêt. L'an 2020, le 22e jour du mois d'août à Kinshasa, nous, Roger Oumbadimon-Sifoy, professeur à l'Université de Kinshasa, agissant au nom du doyen de la faculté de médecine, procédons à la présentation de monsieur le chef des travaux du sous-président Serge, à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans ce dossier pour l'épreuve de la soutenance de thèse de doctorat. Attendu que le chef des travaux du sous-président Serge est né à Kinshasa le 19 novembre 1971, suivant l'attestation de naissance, attendu qu'il est domicilié au numéro 810, avenue Boboliko, quartier Mamayero, commune de Mongafula à Kinshasa, attendu qu'il est domicilié, attendu qu'il possède une attestation numéro G10 GS30 DCC 1682 2003 tenant lieu du certificat de nationalité congolaise. Attendu qu'il possède un diplôme de médecine, chirurgie et accouchement de l'Université de Kinshasa. Attendu qu'il possède un diplôme de spécialiste en médecine interne pneumologie de l'Université de Kinshasa. Attendu que, par décision rectorale numéro 002 ILIKIL
2020, du 7 février 2020, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat intitulée « Proposition des modèles mathématiques intégrant les données épidémiologiques pour les contrôles de la tuberculose multirésistante dans un pays à ressources limitées, cas de la République du Congo, attendu que le jury nommé, conformément à la question électorale numéro 0002/heure 2020, du 7 février 2020, est constitué comme suit. Membre effectif, Prof. Longombeza, président, Prof. Lusamba Pichassa, secrétaire, Prof. Kayebe Tumba, membre et promoteur, Prof. Kachongo Munobolo, membre, Prof. Kassoro Boulenda, membre suppléant, Prof. Tonalitete, Prof. Diable, attendu que les quorums exigés est atteint et que le jury peut valablement siéger. Nous invitons donc le président de la séance à autoriser la soutenance de la thèse de M. le chef des travaux du sous-président. Nous, professeur Godefroy Kabengele, secrétaire général administratif, agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Attendu que les jurys nommés par décision rectorale numéro 0002 unique R 2020 du 7 février 2020 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par Monsieur le chef de travaux, Isuta Feza Ser, a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 334 MINESU CAPMIN SMM JPKL MM 2018 du 2 octobre 2018 portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement en son article 1er et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisant la soutenance publique de la thèse d'application de l'enseignement supérieur en médecine de Monsieur le chef des travaux, Isuta Feza Serge, et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 22 août 2020 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général administratif, Godefroy Kabengele Diboué, professeur ordinaire. Monsieur le Président de séance, votre honneur. Nous allons présenter les bien aînés qui ont accepté de travailler ensemble. Je présente le grand-parent. Le parent de cette thèse,
Kayele, qui est à ma droite de mon Seigneur. Jean-Marie Kayele Touba, membre du jury, mais aussi promoteur, docteur en médecine depuis 1978, médecin spécialiste en pneumologie depuis 1988 à la faculté de médecine. Doyen depuis 1912. 2012. Recherche. Pneumologie, physiologie respiratoire. Quelle est sa production scientifique? Plusieurs articles scientifiques au-delà de 75. Activité scientifique, il a toujours été membre dans les comités de congrès internationaux et nationaux. Sociétés savantes, plusieurs, dont European Respiratory Society. Deuxièmement, Société de pneumologie de langue française. Société française africaine de pneumologie. SADEC, Drug Control Committee. Enfin, Southern African Center for Infectious Disease. Merci, professeur Montoya. Monsieur le Président, votre honneur, j'ai le grand plaisir de présenter celui qui a toujours été avec nous. Le professeur Kassoro Mulenda Nathae, docteur en sciences mathématiques et informatiques depuis 2009. Professeur d'université depuis 2010. Dernier grade, professeur Foul depuis 2007. Doyen à l'ISST, secrétaire général de l'Université libre de Boma. Domaine de recherche, modélisation, intelligence artificielle, data mining. À mon extrême gauche, j'invite le professeur Kachongwe Munogolu. Professeur Kachongwe Zakari est docteur en médecine depuis 1978. Médecin spécialiste en médecine interne depuis 1983. Professeur d'université depuis 1998. Dernier grade à l'université, il est professeur ordinaire depuis 1910. Il a respectivement occupé les fonctions et assumé les charges suivantes:
professeur de physiologie respiratoire, de la pneumologie au clinique nationale de lutte contre la tuberculose. Ces sociétés savantes sont la Société de pneumologie de langue française, Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Merci, professeur Kassonga. Celui qui est à la droite de Monseigneur, professeur Lussamba, Bikassa Paul Samson. Il est docteur en médecine depuis 1976. Médecin spécialiste en santé publique depuis 1981. Professeur d'université depuis 1996. Dernier grade universitaire. Professeur full en 1999. Depuis PhD, docteur en épidémiologie. Il a respectivement occupé les fonctions de professeur de santé publique, d'épidémiologie, de biostatistiques et la recherche de méthodologie. Il est vice-doyen honoraire chargé de l'école de santé publique. Ses domaines de recherche, c'est santé publique, évaluation des interventions sanitaires, production scientifique, plus de 50 articles scientifiques au niveau international, ses activités scientifiques au niveau national. Je note à distance que lui aussi, il est président du groupe technique sur notre collègue, membre suppléant. Nous invitons le professeur Tonali Tété Gaston. Il est docteur en sciences pharmaceutiques depuis 1973, spécialiste en pharmacologie depuis 1981, professeur d'université depuis 1981, professeur ordinaire à l'université depuis 1994. Il a respectivement occupé les fonctions suivantes: professeur de pharmacologie et thérapeutique, professeur de la pharmacologie. La charité ne commence pas par moi. Alors, il y a un autre qui va présenter le président de ce jury. Se nomme Benjamin Lomon-Preza. Il est président du jury. Il est président du jury de la thèse du chef de travaux Bissout Afoueza. Professeur Lomon-Preza a obtenu son grade de médecin en 1977, médecin spécialiste en cardiologie en 1981, professeur d'université depuis 1983. Le dernier grade universitaire qu'il a obtenu, c'est professeur ordinaire en 1994. Le professeur Lomon-Preza a respectivement occupé les fonctions et assumé les charges suivantes: professeur de physiologie, cardiologie et méthodologie de la recherche, chef de service honoraire en cardiologie,
doyen honoraire de la faculté de médecine, secrétaire général académique honoraire de l'Université de Kinshasa. Domaine de recherche, maladies cardio-métaboliques, VIH-Sida et Hélicobacter pylori, vitamine D et changement climatique, génétique moléculaire et modélisation mathématique. Le professeur Lomo Menza a produit 360 articles, 25 thèses doctorales dirigées et 11 livres. Il est consultant national pour le système LFD et éditeur au niveau international. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, dont le New York Academy of Science et American Heart Association. Je vous remercie. Docteur Issouta, par les membres du comité de gestion et de la faculté de médecine vont trouver leur siège, nous vous accordons la parole en respectant le temps. À vous la parole, docteur. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir accordé la parole. La thèse que j'ai l'honneur de vous présenter s'intitule « Modélisation mathématique intégrant les données épidémiologiques pour le contrôle de la tuberculose multirésistante dans un pays à ressources limitées, pas de la République démocratique du Congo ». La thèse va s'articuler sur les points suivants: une introduction brève, les méthodes générales, les différentes études, et nous allons terminer par une conclusion et des perspectives. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par Helicobacter tuberculosis, dont la taille majoritaire au niveau du corps est pulmonaire, les autres organes ne sont pas épargnés. Ainsi, c'est une maladie qui touche entre 10 millions et 11 millions de cas chaque année, dont la majorité sont des hommes. Plus de 10% sont infectés par le VIH et aussi plus de 10% sont des enfants. Les données relatives à la maladie sont difficiles parce que l'incidence est généralement sous-estimée parce qu'elle est basée sur des cas notifiés, c'est-à-dire des cas enregistrés. Et cela ne traduit qu'une situation partielle de la maladie. Ainsi, en rapport avec les objectifs de développement durable, la stratégie de lutte contre la tuberculose disséminée en une élimination de la maladie d'ici 2035 a pour objectif donc de réduire l'impact de la maladie au niveau international et dans tous les pays. C'est ainsi que, partant des données, les pays sont appelés à reprogrammer, à adapter leur stratégie afin d'atteindre ces objectifs. Mais il y a un gap important. Ce sont des malades qui ne sont pas notifiés. Ainsi, il faut recourir aux stratégies innovantes pour améliorer la qualité de l'information, extrapoler s'il le faut, afin de mieux organiser le contrôle des maladies infectieuses. C'est ainsi qu'intervient l'importance des modèles mathématiques. Cela a fait preuve dans certaines maladies et dans d'autres lieux. D'où l'intérêt de cette thèse de proposer un modèle mathématique qui va intégrer la maladie dans toutes ses formes, dans la forme sensible et dans la forme résistante. Les questions de recherche posées étaient donc: quelles sont les tendances de la tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée dans le pays? Quels étaient les déterminants de la tuberculose multirésistante? Quels sont les issues thérapeutiques des malades diagnostiqués et les déterminants par rapport à leur succès thérapeutique? Et est-ce que la modélisation mathématique peut-elle rendre compte du fardeau de la maladie dans notre pays? L'objectif général était donc d'évaluer la contribution d'un modèle mathématique, incluant les données épidémiologiques et d'évaluation thérapeutique dans notre pays. Il a été décliné en 4 objectifs spécifiques, donc d'évaluer les tendances de la maladie sensible et dégager les déterminants pour la maladie résistante,
d'évaluer les issues thérapeutiques et d'élaborer un modèle. Nous avons donc élaboré un modèle conceptuel d'élimination de la maladie, partant de la population saine jusqu'à son élimination, en passant par les étapes de l'histoire de la maladie, c'est-à-dire lorsqu'une personne saine est contaminée par la maladie, elle est une personne qui contient des germes latents, il s'agit donc des cas exposés, qui peut évoluer vers une infection, un état contagieux, et s'il est dépisté, traité, il est guéri. Il existe un brin des personnes qui vont quitter la guérison et vont refaire la maladie à nouveau. Et en allant vers la droite, nous avons donc les éléments de réduction de la charge de la maladie jusqu'à l'élimination. Autant pour la tuberculose sensible que pour la tuberculose multirésistante. Quelle a été donc l'hypothèse de ce travail? C'est les données épidémiologiques, de diagnostic et de suivi thérapeutique de la tuberculose multirésistante pourraient permettre la construction d'un modèle mathématique utilisable pour le contrôle de la maladie. Les méthodes générales de cette étude sont diverses et nous avons couvert tout le territoire national et il a été réparti selon l'avant-dernière division, donc de 2015, parce que la plupart des données couvrent la partie d'avant 2015. Nous allons le voir. 4 études avec des méthodologies diverses, de types divers. Mais pour les 3 premières études qui ont traité les données épidémiologiques, nous pouvons regrouper les critères d'inclusion en tous les patients qui ont présenté une présomption ou une confirmation de la tuberculose multirésistante durant la période d'étude et ont été exclus ou n'ont pas été inclus dans l'étude tous ceux qui ont présenté une tuberculose autre que pulmonaire ou qui ont été traités en dehors du système national ou qui ont été transfrontaliers traversant 2 pays. Le diagramme de conscience nous donne le flux de l'étude. Nous avons donc, partant de la population générale, les patients qui ont été reconnus tuberculeux dans toutes leurs formes. Nous avons retenu pour la première étude ceux qui ont été bactériologiquement confirmés et mis sous traitement. Ainsi, il y a un groupe de patients qui n'ont pas bien évolué, qui constitue le départ de la deuxième étude. Il s'agit donc des présumés de tuberculose multirésistante. Et ceux chez qui la maladie a été recherchée et la troisième étude a consisté à l'analyse de ceux qui ont été mis sous traitement. La 4e étude a concerné un modèle mathématique. Et nous allons y revenir. Comme définition opérationnelle, nous avons dégagé quelques définitions partant du dernier épisode de tuberculose, l'issue à cet épisode et le nombre d'épisodes traités. Ainsi, nous avons donc plusieurs données. E pour échec, R pour rechute, autres malades, abandon, les patients qui ont été gardés positifs à la fin de la phase diagnostique et les nouveaux patients. Ainsi, nous avons donc le groupe des patients qui ont été investigués. Les définitions concernant les tests de sensibilité, c'est-à-dire après analyse du laboratoire sur les expectorations, nous ont donné des formes de sensibilité de résistance. Pour la résistance, nous avons donc la tuberculose multirésistante. Il s'agit d'une résistance combinée à la rifampicine et à l'isoniazide. La résistance à la rifampicine seule. Les 2 éléments mis ensemble nous donnent l'acronyme de TB-MRR parce qu'ils sont considérés sur le plan thérapeutique dans un seul bloc. Les cas qui ont présenté une sensibilité à la rifampicine et à l'INH, les monorésistances et les polyrésistances, c'est-à-dire plusieurs résistances sans la combinaison
prisonniers assis transmissibles. Les données ont été analysées par plusieurs logiciels. Elles ont été saisies à l'aide du Microsoft Excel 2010, nettoyées, harmonisées et exportées vers des logiciels d'analyse et déclinées sous forme de variables. Ainsi, nous avons donc des variables quantitatives et qualitatives dégagées, soit en termes pour les quantitatifs de moyenne et qualitatifs en termes de proportion, avec des intervalles de confiance de 95%. Et nous avons utilisé des tests de comparaison dans chacune d'études. Et la comparaison pour les proportions a été faite grâce au score Z et un test de corrélation linéaire pour les variables numériques, recherchant le lien entre les variables, ainsi aussi la régression logistique à la recherche des facteurs associés et à la recherche des facteurs associés au décès par rapport à l'analyse de la régression de Cox. Et les courbes de Kaplan-Meier et le test de Lorentz ont été aussi déclinés. Le seuil de signification était de 5%. La construction du modèle mathématique. Comme choix, nous avons utilisé le modèle compartimental SEIR, SOD, des sujets sensibles partant de la population générale, les sujets latents ou exposés, les infectieux contagieux et les personnes guéries. Il y a un flux d'évolution ou de changement des compartiments. Concernant la modélisation mathématique, un élément très important est à noter pour l'interprétation de nos tendances, c'est le calcul du taux de reproduction de base, qui est une quantité moyenne du nombre de personnes qui seront contaminées suite à l'introduction dans la population ou dans un système d'une personne qui est infectieuse. C'est un indicateur d'infectiosité qui détermine la prévention de la maladie. Il peut être supérieur à 1, alors on dira que la tendance est épidémique. S'il est inférieur à 1, la maladie évolue vers l'extinction. Et lorsqu'il est égal à 1, c'est le point de bifurcation, c'est-à-dire c'est un point de transition entre l'évolution vers l'épidémie et vers l'élimination. Le but des stratégies politiques est de réduire le nombre de reproductions de base de le rendre inférieur à 1 en vue de l'extinction ou de l'élimination de la maladie. Notre étude à plusieurs étapes a été approuvée par les différents comités éthiques internationaux et nationaux. Aucun conflit d'intérêt n'a été défini. La première étude, l'étude des tendances de la tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée, a utilisé les données de 2007 à 2017. Le but était, les objectifs étaient de décrire les tendances de la distribution de la maladie dans le pays, d'évaluer les tissus thérapeutiques, l'état de tuberculose bactériologiquement confirmé, et déterminer la corrélation entre les interventions, essentiellement le financement, et le nombre de cas dépistés d'autre part et le succès thérapeutique. Et de calculer le nombre potentiel de patients pouvant avoir des germes persistants, donc susceptibles de porter une tuberculose multirésistante. Les méthodes spécifiques pour cette étude, nous avons utilisé des courbes de régression linéaires avec le coefficient de détermination et les issues thérapeutiques utilisées ont été regroupées en favorables et défavorables. Et les limites de la corrélation, une forte corrélation a été conclue lorsque le coefficient était supérieur ou égal à 0,8 et faible pour une corrélation qui était inférieure ou égale à 0,3. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury,
Quels ont été les résultats de la première étude? Pour plus d'1,3 million malades en 11 années, nous avons 62% qui ont été bactériologiquement confirmés, avec un accroissement moyen de 2,4% d'une année à l'autre. Mais entre les deux années extrêmes, elle a été de plus de 40%, ce qui montre que la maladie est à la hausse. Pour les cas, pour les nouveaux patients, par contre, elle a tendance à une baisse pour les patients qui ont déjà été traités au moins une fois. À propos des issues thérapeutiques de ces patients, les nouveaux patients ont montré un succès thérapeutique qui a atteint les standards de l'OMS, de 89%, qui n'a pas été atteint pour les patients déjà traités. Les rechutes ont eu 75% et les autres patients déjà traités autour de 60%. Nous avons donc, dans toutes ces années, recueilli un nombre de 70 515, soit 9% des patients potentiels porteurs de tuberculose multirésistante. Nous avons donc retenu pour cette étude une tendance à la hausse des issues thérapeutiques et des personnes porteurs de germes qui vont justifier les études ultérieures. La deuxième étude a porté sur la prévalence des tendances et les déterminants de la tuberculose multirésistante en République démocratique du Congo. Essentiellement, et déterminer la proportion et rechercher les déterminants au diagnostic. Le spécifique que nous pouvons retenir dans cette partie, c'est le transport des échantillons. Il y avait le transport de 2 échantillons par présumé, recueillis, expédiés dans un seul laboratoire, qui est le laboratoire national situé à Kinshasa. Les échantillons éloignés étaient conservés dans une solution de cétylchlorhydride à 1%, et les structures proches étaient garder les échantillons frais et les envoyer directement au laboratoire. Le matériel était gardé, hermétiquement fermé, respectant les normes de sécurité pour éviter la contagion des personnes transportées. 2 tests bactériologiques ont été effectués. La culture, qui est un test phénotypique, la culture sur milieu solide, et un test génotypique de GeneXpert. Quels ont été les résultats de la deuxième étude? Partout du flux, du diagramme de flux présent, nous avons reçu plus de 8000 échantillons, sélectionné 6512 patients qui étaient des vrais présumés de tuberculose multirésistante et recueilli plus de 5000 avec des résultats positifs. Et parmi eux, 3151 avaient un test à la réponse. Durant la période qui est de 10 années, répartie en sous-période, période de 2 ans qui correspondent au changement des directives, nous avons noté 13 types de présumés de tuberculose multirésistante, partant d'abord de ceux qui avaient été traités plus d'une fois et qui étaient en échec de traitement, et au fur et à mesure, nous avons intégré plutôt les patients qui étaient soit en échec, soit en rechute. La proportion des cas de tuberculose multirésistante, lorsqu'on considère les cultures uniquement, nous avons plus de 40%. Et lorsqu'on combine les 2 tests, nous avons pratiquement la moitié des patients présumés tuberculose multirésistants qui étaient effectivement. Les déterminants retenus ont été donc l'âge de moins de 35 ans, la présence d'un échec, un abandon, d'avoir interrompu un traitement ou l'avoir abandonné, et pour le diagnostic au laboratoire,
un transfert d'échantillons de moins de 7 jours et un traitement de l'échantillon de moins de 14 jours. Nous voulons donc retenir pour cette étude que la moitié des patients présumés sont porteurs de gel, effectivement, et ce sont des personnes jeunes. L'évaluation des issues thérapeutiques des patients diagnostiqués est mise sous le régime de deuxième intention durant la période a été l'objet de la troisième étude. Nous avons donc évalué les issues. Nous avons identifié les déterminants sociaux thérapeutiques d'une part et le décès d'autre part. Et nous avons décrit la suite du patient mis sous traitement. Comme méthode spécifique, nous pouvons retenir que lorsque la décision de mettre un patient en traitement était prise, les informations étaient recueillies sur des fiches individuelles pour les patients qui acceptaient d'être mis en traitement. Les paramètres anthropométriques et les données sociodémographiques étaient prises à l'instant, y compris la sérologie VIH. Et le contrôle de qualité a consisté à une mise ensemble des données entre tous les centres de dépistage de diagnostic et suivi qui partent du niveau national jusqu'au niveau fédéré. Les définitions ont rejoint les définitions internationales reconnues concernant les issues thérapeutiques. Quels ont été, Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres, et les résultats de la troisième étude? Nous avons analysé effectivement 1794 patients. Nous avons répertorié 4 régimes thérapeutiques, dont 3 en plus de 18 mois et un régime court. Lorsque nous évaluons les issues globales étaient de 72%, et avec une différence pour parmi eux, et le régime DAC avait, et le régime court avait donc une issue thérapeutique très élevée. Les déterminants ont été essentiellement le statut négatif pour le VIH et l'utilisation d'un régime court lorsqu'il s'agit de visite thérapeutique. Il y a un effet en miroir concernant l'analyse des déterminants du décès. Effectivement, ce sont les patients positifs pour le VIH et ceux qui n'ont pas été soumis au régime court qui ont présenté une suivi moindre. Les différents régimes nous ont permis, pour le disséquer, et celui qui va nous donner un modèle à 7 compartiments. C'est-à-dire, nous partons de la population générale. Les personnes infectées par les souches sensibles vont évoluer dans ces brins ou branches. Donc, nous aurons des latents de souches sensibles, des infectieux contacts des souches sensibles et ceux qui seront guéris. De même, nous avons la branche pour la forme pharmaco-résistante. De ce modèle sont décrits des paramètres qui sont les proportions ou les transformations chiffrées des événements dans l'évolution de la maladie, que ce soit au moment de la contamination, que ce soit dans leur évolution connue ou dans leur évolution après traitement. Et ce modèle va nous donner un modèle d'équation, un système d'équation différentielle ordinaire où chaque équation traduit un compartiment, c'est-à-dire S, ES, IS, RS, et ainsi de suite. Les paramètres du modèle ont été tirés de la littérature concernant ce qu'est la démographie,
pour notre pays des données de l'Institut national des statistiques concernant la croissance de la population et de la mortalité générale. Le taux de contact efficace a été étudié par Trauer dans des pays à forte prévalence. La progression de la latence vers l'infection et l'évolution latente a été décrite par les mêmes auteurs. Notre étude a contribué pour les paramètres de contrôle de la tuberculose en République démocratique du Congo. Ainsi, nous avons alpha qui symbolise le taux de succès thérapeutique pour la tuberculose sensible, pour la tuberculose résistante, mu, le taux de décès, le taux de rechute, c'est-à-dire ceux qui reviennent après un état de guérison, et la proportion de la tuberculose pharmaco-résistante parmi eux. Deux autres paramètres ont été tirés de la littérature. Pour rechercher le taux de reproduction de base, nous devons poser que, à partir de ces équations, qu'il n'y a pas de maladie. Alors, mathématiquement, ça signifie que toutes ces équations s'annulent et elles deviennent toutes égales à 0. Ainsi, le système va être utilisé, le système qui va être utilisé ne va retenir que pour la population générale le taux de croissance et le décès. Ainsi, nous pouvons donc calculer le taux de reproduction de base selon la méthode décrite par Castillo et Chavez. Le taux de reproduction de base calculé ici concerne les deux souches, la souche sensible et la souche résistante. Mais on considère en général pour la maladie le taux maximal. Et pour la République démocratique du Congo, nous avons calculé et nous sommes tombés sur un chiffre de 4,30. Je veux dire simplement qu'une personne tuberculeuse multirésistante contamine 4 personnes en une année, si l'on peut appliquer, et une tuberculose un peu plus sensible ne contaminerait qu'une personne. Mais nous disons, comme l'ensemble de la maladie, et la maladie est prise dans son ensemble, c'est le chiffre de 4 qui est considéré. Cela corrobore avec l'analyse de Christopher Dye, qui a proposé des valeurs entre 2,8 et 2,5. Nous avons calculé les indices d'élasticité, c'est-à-dire des valeurs par rapport à chaque paramètre, partons du taux de reproduction de base et du paramètre lui-même, pour savoir lequel est le plus influent. La valeur maximale est de plus 1, la valeur inférieure est de moins 1. C'est-à-dire, plus un taux est élevé, il est proche de 1, c'est-à-dire son influence sur la maladie, sur le taux de reproduction de base plutôt, est grand. C'est-à-dire qu'il influence, son augmentation influence vers le haut, et c'est l'inverse pour les négatifs. Qu'est-ce que nous remarquons? D'abord, les paramètres de contrôle que nous utilisons habituellement, dépistage, traitement, n'ont pas beaucoup d'influence sur le taux de reproduction de base. Par contre, ce qui ont de l'influence, c'est la transmission, une influence maximale. Il y a, si on prenait en charge les latents, la prise en charge des latents, et les interventions qui consistent à réduire la progression des latents vers l'état infectieux. C'est pour la tuberculose sensible. La même analyse pour la tuberculose multirésistante n'a pas montré les différences. Donc, ce sont les paramètres de contrôle qui, en réalité, sur lesquels nous tablons, n'ont pas beaucoup d'influence. C'est ce qui explique la situation dans des pays comme les nôtres, malgré les efforts qui sont faits, mais où sont placés ces efforts. Le modèle a été validé selon une validation interne, des modèles compartimentés, partant de la réalité de la collecte des données, on fait une modélisation et on transcrit un code qui sera
vérifier, calibrer, c'est-à-dire que nous essayons de voir si les équations que nous avons faites et la traduction de ce que nous faisons s'approche d'une situation réelle. En fait, nous l'avons fait de façon interne. Elle est différente de la validation externe qui consistera à faire la comparaison avec les données futures. Si nous faisons une validation externe, elle devra être faite dans les 3 à 5 ans. Après cela, nous avons donc fait des simulations. La première simulation traduit la situation actuelle, celle d'un taux de reproduction de base. Qu'est-ce que nous voyons si nous considérons le temps? Partons du temps jusqu'à une centaine d'années, nous voyons que malgré les efforts que nous faisons, la maladie continue à progresser. Nous avons essayé, nous avons fait une centaine de simulations et nous n'avons retenu que l'essentiel. Après avoir joué sur la réduction, sur la latence vers la maladie, nous voyons que les compartiments de façon infectieuse a tendance à la baisse. Mais il y a quand même des personnes qui sont guéries et porteurs qui peuvent faire des rechutes, et ce nombre constitue toujours un risque. Nous avons, en dernier lieu, joué sur tous les paramètres en tenant compte de l'indice de sensibilité, et nous voyons que lorsque nous réduisons la transmission, lorsque nous jouons sur des taux de guérison supérieurs parce que c'est possible, et lorsque nous prenons en charge l'état latent, voilà, l'équilibre sans maladie peut être atteint à un certain moment. Voilà donc l'importance de notre modèle. Les limites de l'étude, parce que c'est une œuvre humaine, nous devons reconnaître que les données ont été prises sur plusieurs années. Il peut y avoir des variations liées au changement des directives. Les dénominateurs de notre population, tant que nous n'avons pas fait un recensement, il restera toujours une limite. Et c'est vrai que les modèles sont très intéressants parce qu'ils traduisent certaines situations, mais ils ne peuvent pas traduire toutes les situations sociales. C'est pourquoi ceux qui ont tenté de faire des modèles à situation sociale ont eu des modèles très compliqués. Les forces, c'est le caractère principal, la longue durée de l'étude concernant les données réelles, le grand échantillon des nationales, et nous avons fait des projections. Ainsi, nous avons posé, à travers cette étude, nous pouvons retirer les axes sur lesquels nous pouvons jouer pour réduire la maladie. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à la fin de nos études? C'est que le modèle mathématique de type compartimental proposé nous permet donc d'avoir un taux de reproduction de base, d'évaluer la propagation de la maladie sur base des données retirées de plusieurs années, donc au minimum médical. Et il est en phase avec les modèles proposés par d'autres, qu'ils soient des modèles mathématiques ou des modèles informatiques. Et l'élimination de la maladie tuberculeuse ne peut être envisagée dans notre pays avant 2037 que si les investissements, non seulement financiers, mais aussi organisationnels et à tout point de vue, personnels, une prise en charge globale sont suffisamment approuvés. L'actualisation des stratégies nationales, en plus de ce qui existe, doit donc tenir compte de la prise en charge, de la transmission, du dépistage et de la prise en charge de la tuberculose
l'attente. Et cela requiert des importantes solutions. Ainsi, l'élimination de la tuberculose pourrait être une réalité et non un simple slogan début et de l'humanité. Monsieur le Président de séance, votre honneur. C'est difficile de maîtriser, de contrôler. Monsieur le Président du jury, chers professeurs, membres du jury, la leçon publique que je vais devoir présenter est intitulée « Actualité sur le traitement des cancers broncho-pulmonaires ». Le plan de l'exposé s'articule sur, après avoir donné les objectifs d'apprentissage, l'introduction d'un récapitulatif des notions de base et des éléments actuels sur la prise en charge thérapeutique du cancer bronchopulmonaire. Cet enseignement est destiné aux étudiants du premier doctorat de la faculté de médecine, option biologie médicale, et c'est une partie du cours de pneumologie. À la fin de ce cours, l'étudiant devrait être capable de définir le cancer bronchopulmonaire, décrire la démarche diagnostique, classifier les différents types de cancers du poumon, décrire ce qu'on appelle médecine personnalisée, la thérapie ciblée et l'immunothérapie, et énumérer les différentes possibilités de traitement. Les cancers bronchopulmonaires, en grande partie, sont des cancers primaires, poumons, donc, dont l'origine est essentiellement des cellules épithéliales. Et selon l'OMS, c'est le premier cancer responsable du décès chez l'homme et chez la femme après le cancer du sein, donc il est le deuxième. Environ 1,5 million de personnes meurent chaque année du cancer bronchopulmonaire. En guise de récapitulatif, qu'est-ce qu'on peut se remémorer? C'est que la cause la plus fréquente des cancers est l'exposition chronique à la fumée du tabac, représentée essentiellement par la cigarette, y compris le tabagisme passif, c'est-à-dire vivre avec quelqu'un qui fume et vous êtes en contact avec la fumée du tabac. Mais 15% de personnes atteintes de cancer n'ont jamais fumé. Ceux-là peuvent être incriminés d'exposition professionnelle à l'amiante, qui se retrouve dans les toitures format ancien, la pollution atmosphérique et des facteurs génétiques. Deux types essentiellement sont retenus. Les cancers à petites cellules, pour laquelle la chimiothérapie classique est utilisée, on l'associe à la radiothérapie. Vous allez découvrir pourquoi. Et le carcinome non à petites cellules, qui est un ensemble de trois sous-groupes. Donc les adénocarcinomes et les carcinomes épidermoïdes. Vous voyez donc la fréquence de ces atteintes dans le groupe de cancer dans la petite cellule. Les carcinomes à grande cellule sont très rares. Quelle est la particularité des cancers bronchiques à petite cellule? C'est qu'il s'agit, sur le plan anatomopathologique,
prolifération maligne épithéliale des petites cellules avec peu de cytoplasme. C'est ce qui est vu au microscope. La plupart sont productrices des substances neuro-endocriniennes, ou parfois pas, responsables du syndrome paranéoplasique. Et ils entraînent une nécrose étendue du parenchyme pulmonaire. Et la multiplication est très rapide. Il y a le temps de développement qui est court. Il est 1 sur 5 celui des autres cancers en général, au maximum 1 sur 4. Et ils expriment le marqueur TTF1 et la plupart des marqueurs endocrines selon les sécrétions qu'elles produisent. Les diagnostics, en général, ce sont des plaintes. Elles peuvent être des plaintes respiratoires ou des signes généraux, tels que la fièvre, fatigue, et un syndrome paranéoplasique lié justement à la sécrétion produite. Lorsque le malade se présente, souvent pour des signes respiratoires, on demande des examens d'image. Ça peut être une radiographie du thorax ou un scanner du thorax qui vont montrer des images qui peuvent prédire un cancer, et de plus en plus avec l'imagerie médicale et la scanographie plus avancée de nouvelles générations, on peut très facilement prédire aussi le type probable du cancer. Mais lorsque le cancer est vu, il doit être diagnostiqué en anatomopathologie. Et la plupart des fois, on passe par la fibroscopie bronchique lorsqu'elle est accolée soit aux parois des bronches, soit elles sont plus centrées vers le médiastin. Mais lorsqu'elles sont périphériques et que cette possibilité n'y est pas et qu'elle est accessible, on peut passer par une voie transthoracique. En anatomopathologie, essentiellement la cytologie, avec coloration appropriée, et l'immunohistochimie qui cible les biomarqueurs qui vont changer la donne dans la thérapie. Quels sont les biomarqueurs? Il y a les marqueurs oncogènes, qui traduisent une mutation oncogénique. Il y a le TTF1, positif aussi dans les cancers thyroïdiens. Il y a l'épidémofacteur, le GFR, et il y a l'anaplasie lymphomatinase, qui est fréquent chez nous, et les ROS1, donc un gène ROS oncogène 1. Et il y a des marqueurs immunologiques importants pour prédire l'utilisation de l'immunothérapie. Il y a le programme d'EFCOTE 1 et le programme d'EFCOTE 1. Pour la prise en charge, il faudra que nous vous rappelions, ou que nous parlions de la notion de la médecine personnalisée. C'est quoi la médecine personnalisée? L'important, c'est que nous devons plus considérer le patient comme un ensemble ressemblant à un autre patient. Chaque patient est différent. C'est pourquoi la médecine personnalisée passera par un entretien et des investigations longues, un dialogue enrichi médecin-patient, et cela permet à la fois des échanges déjà dès le début avec des conseils qui permettent une médication appropriée, la chimiothérapie ou la radiothérapie. Lorsqu'elle est basée sur l'analyse moléculaire, on recherche la signature génétique qui peut prédire les chances de guérison par rapport à une option thérapeutique ou à une autre, concernant l'efficacité des médicaments, l'amélioration de la gestion de la maladie, en identifiant les prédispositions de la maladie et la prévention des effets indésirables, et ensuite, on dit que c'est une médecine précision. Elle est appelée médecine 4P, prédictive, préventive, personnalisée et participative, c'est-à-dire que le patient lui-même
devient un acteur de l'amélioration de son état de bien-être. Dans le cadre des cancers, on parlera de profilage moléculaire. C'est pourquoi, dans ce cadre, intervient l'importance de l'histoimmunochimie pour choisir le traitement approprié. Il ne s'agit pas donc de donner un schéma empirique. Comme on disait autrefois, il y a un cancer poumon, il faut le mettre comme telle molécule. Et si nous sommes honnêtes, nous reconnaissons que ça ne marchait pas, même ailleurs. Quel est le traitement actuel du cancer pulmonaire? Si l'on a parlé d'un terme d'actualité, c'est que la thérapie des cancers est nettement enrichie depuis les 4-5 années qui viennent de s'écouler. Elle est plus personnalisée, c'est-à-dire qu'il faut un projet personnalisé de soins avec le patient. Tous les éléments qui suivent doivent être contenus dans cette rubrique, c'est-à-dire dans l'échange avec le patient et une programmation de sa prise en charge. Il faudra un bilan d'extension, même pour des atteintes précocement diagnostiquées. Je reviendrai toujours à la classification TNM concernant les pathologies tumorales. Et la prise en charge doit être concertée. Le clinicien, le pneumologue, le radiologue qui diagnostique, qui a une certaine expérience, le radiothérapeute et le pathologiste. Lorsqu'ils travaillent en équipe, les idées s'échangent et la prise en charge est meilleure. Et avec les nouveaux traitements, les médicaments sont moins toxiques que la chimiothérapie classique, qui elle n'a pas été abandonnée. Il y a aussi des améliorations, mais les effets indésirables restent toujours un grand défi. Quel type de traitement soit administré? La chirurgie. Donc, les chirurgiens devaient être à l'aise devant un cancer d'un certain type et d'un certain stade. La chimiothérapie, la radiothérapie, la thérapie ciblée et l'immunothérapie. Nous allons voir les traitements des cancers de poumon en deux groupes. Le traitement médicamenteux, parce que nous n'allons pas nous étaler sur les traitements chirurgicaux, sur les traitements médicamenteux du cancer, d'abord non la petite cellule, la chimiothérapie, la thérapie ciblée et l'immunothérapie, qui sont les grandes actualités ou les innovations qui ont été faites depuis quelques années concernant les traitements du cancer. La chimiothérapie, cet extrait que j'ai dit, n'est pas abandonné, mais plutôt, de plus en plus, il faut utiliser les nouveaux médicaments, garde toujours les sels platines. Cela améliore la survie. Il faut prendre en compte l'histologie dans la décision thérapeutique et l'utilisation de pénétrexer dans les cancers non épidermoïdes. Et il est utilisé en phase à la fois intensive et à la phase d'attaque. C'est un agent antinéoplasique, un antifolate, multicible, qui agit en interrompant le processus métabolique du folate dépendant, essentiel à la réplication cellulaire. Donc, il s'attaque directement à la cellule. Ces indications des cancers non appétits de cellules et les mésothéliums pleuromalins. Il y a une précaution avec ce médicament, c'est qu'il faudra utiliser du corticoïde pour atténuer les effets délétères. Il faut une supplémentation en acide folique et en vitamine B12. Qu'entend-on par thérapie ciblée? Nous avons vu les marqueurs. Lorsqu'un marqueur traduisant une anomalie génétique, une mutation, ces marqueurs travaillent comme des interrupteurs pour déclencher le développement de la tumeur. Ils peuvent être des co-récepteurs et récepteurs, mais ils sont sous la membrane.
Alors, le but des thérapies ciblées, c'est en quelque sorte d'éteindre cet interrupteur. L'avantage de cette thérapie, c'est que ce sont des comprimés qui peuvent être pris à domicile, même s'il a un cancer, mais cela requiert un patient qui a un état de santé qui lui permet d'être 15 over, c'est-à-dire plus de 50% du temps, il est autonome, donc il peut contrôler sa prise de médicaments. Les différentes molécules peuvent être prises successivement, en cas de rechute, c'est-à-dire c'est un ensemble de molécules. Lorsqu'on constate qu'il y a une rechute, si elle est précoce, il faudra changer de médicament. Si elle est tardive, on peut reprendre le même médicament et avancer jusqu'à toujours en concertation en équipe pour la prise en charge plus efficace du patient. L'ensemble de ces médicaments viennent aussi parfois compléter la chimiothérapie. Et cela marche pour ceux qui ont fait des études d'ailleurs, dans plus de 90% du temps. Les modes d'action des thérapies ciblées, il y a sur les cellules tumorales pour bloquer leur prolifération. Ils attaquent donc les facteurs de croissance ou sur les récepteurs et agir à l'intérieur de la cellule. Et aussi, il empêche la tumeur de fabriquer des néovaisseaux. Donc, avec leur utilisation, les risques de saignement liés aux tumeurs s'abaissent. Quelles sont les molécules? Par rapport aux marqueurs que nous avons vus, nous avons plusieurs molécules. Nous voyons bien que les mots ne sont pas faciles à prononcer. Crizotinib, bevacizumab, qui est utilisé plus contre le cancer non épithélial. Et celui qui bloque l'épithélium-facteur, c'est le mesizumab. Il y a encore d'autres molécules qui sont utilisées. Le deuxième traitement, type de traitement après la thérapie ciblée, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie est utilisée en fonction du marqueur PE, protéine F ou F. Si l'on remarque que c'est la teneur en cette protéine supérieure à 50%, on peut utiliser l'immunothérapie en première intention. C'est ça les innovations qui ont été dites aujourd'hui. En fait, leur but, ce n'est pas agir directement sur la tumeur, mais c'est de stimuler les défenses naturelles du patient. Et ensuite, la prise en charge du système de défense se fait en réduisant donc la tumeur. Ce sont des médicaments de nouvelle génération. Ce qui est important, c'est de permettre à l'organisme de reconnaître les cellules cancéreuses et les éliminer, tout en reconnaissant que s'il y a cancer, c'est parce que le système de nettoyage de défense est dépassé ou il est cassé. C'est un véritable bond vers la prise en charge du cancer. Il faut des protocoles adaptés. L'immunothérapie, même si elle est administrée en voie parentérale, elle est moins toxique que la chimiothérapie, qui est très difficile à supporter. Je disais donc qu'elle est administrée en perfusion intraveineuse par des schémas en général de 6 cycles, comme la première phase, séparée de 2 ou 3 semaines. C'est pourquoi c'est discuté en fonction aussi de l'état du patient et du niveau de la tumeur. Stimule les défenses immunitaires beaucoup moins toxiques, je l'ai dit. Et pour l'heure, ce traitement est réservé au stade métastatique. Parce que lorsqu'on reçoit un patient au stade de métastase, le pronostic est réservé. Mais en réalité, la plupart des patients viennent en fait à ce stade, soit parce qu'ils ont pris du temps avec eux, soit simplement parce qu'ils n'ont pas déclaré leurs problèmes de santé à temps. Ce sont des possibilités de combinaison
lorsqu'on est en face d'un cancer bronchopulmonaire non à petite cellule, donc on peut utiliser à la fois les éléments de la thérapie cellulaire et à la fois les éléments de l'immunothérapie. Cette même image nous montre comment on peut conduire un algorithme de traitement en fonction du taux PDL1. Lorsqu'il a 50%, on peut aller directement avec un anti-PDL1 en monothérapie. Lorsqu'il est au niveau pas connu, on combine et d'autres ont proposé que sur tous les patients, il y ait une combinaison avec la chimiothérapie. Lorsqu'on n'a pas. Quelles sont les molécules utilisées dans l'immunothérapie? Les cycles sont là, nous les avons cités, et les molécules sont là. Pour la plupart, il faudra retenir que ce sont des anticorps. Les anticorps soient humains pour les niveaux de bas, ou des humanisés, synthétiques. Et d'autres, on pourra avoir une meilleure description. Concernant les cancers bronchopulmonaires à petite cellule, quelle est l'implication thérapeutique de ces cancers? Ce sont des tumeurs dites récalcitrantes, c'est-à-dire les rechutes sont fréquentes après, ou des récidives. Les récidives sont fréquentes après un traitement, même bien conduit, même bien combiné avec la radiothérapie, chimiothérapie et autres. Et la survie à 5 ans, si elle est à moins de 10%, aujourd'hui, mais avant, elle était vraiment plus basse. Et souvent découvert à un stade très avancé. Il n'y a pas de grand changement dans la thérapie de tous les animaux. L'immunothérapie est encore en évaluation. De même que les nouvelles d'autres stratégies. Mais la radiothérapie reste très utile. Alors, nous vous proposons ici une idée de démarche thérapeutique face à un cancer bronchopulmonaire à petite cellule. Les premières qui sont faites, les cisplatines, cet ensemble est inchangé depuis près de 40 ans, mais une deuxième ligne, c'est le topothérapie. Et on associe l'immunothérapie. Après, qui est en cours d'évaluation dans une étude ailleurs. La radiothérapie est restée utilisée surtout pour les formes bien localisées. Et on propose même des radiothérapies au niveau cérébral, de façon prophylactique. Je vous ai dit que les traitements des cancers à petites cellules ne connaissent pas beaucoup d'avancées, mais il y a un médicament qui vient d'être accepté par la FDA, c'est le Tilacin, qui est réservé au cancer à petites cellules, et le premier dans sa catégorie. Son avantage par rapport au traitement de la chimiothérapie classique, c'est la myélopréservation. C'est-à-dire, il vise à... Il a un effet réduit sur la moelle osseuse et n'expose pas à toutes les mesures qu'il faut prendre pour suppléer à une aplasie médulaire, par exemple. L'aplasie médulaire qui est très fréquente dans l'utilisation de la chimiothérapie classique. Que pouvons-nous retenir? Le diagnostic, il faut absolument l'histoimmunochimie, c'est-à-dire le coma récepteur
afin qu'il soit ciblé pour éteindre la progression du cancer. La thérapie ciblée, elle est plus manipulable avec une bonne adhérence et un bon succès thérapeutique. L'immunothérapie est une intraveineuse qui est prescrite en fonction du récepteur PI1 du L1. Il y a moins d'avancées sur les cancers de petites cellules. Mais il faut retenir, nous l'avons dit, que le facteur primordial de la genèse des cancers pulmonaires, c'est le fumer du tabac. Les mesures de prévention contre le tabagisme restent la première mesure malgré toutes les avancées thérapeutiques sur les médicaments et d'autres prises en charge. J'ai dit, je vous remercie. Voilà l'explication. Merci. Je reste au président de séance à ordonner La séance est suspendue. J'autorise les jurys à se retirer pour délibérer en huis clos sur l'ensemble de l'école. Kiti ya bakonzi ilome bakenda sanga kitoko pe ya mayele mokili esi eponi bango kasi esatalaka kati ya motema Jésus, j'ai confiance.
Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Après le récipiendaire, bien sûr. Heureux parce que c'est l'accomplissement, l'aboutissement d'un travail bien fait. Notre collègue Bissouta a travaillé d'arrache-pied en utilisant des données sur la tuberculose sensible et résistance au niveau de tout le pays. Il nous propose un modèle qui pourra permettre aux décideurs de dire de quoi, en 2030, sera faite la tuberculose dans notre pays. C'est une application immédiate de la médecine dans la cité par la réflexion mathématique. C'est un exemple de complémentarité et de multidisciplinarité dans le monde scientifique. Nous sommes très heureux d'avoir accompagné le récipiendaire à cette thèse. Intègre les données réelles de l'épidémiologie de la tuberculose dans sa forme sensible et multirésistante pour prédire qu'est-ce qui peut arriver en tenant compte de chaque paramètre, c'est-à-dire traduire en termes de chiffres ce que nous faisons, quel est le risque, par exemple la transmission, les latents, le traitement et le devenir de tout ça, la tuberculose, pour plusieurs années dans le pays. Le clou, c'est que ce qui peut être dit aux décideurs, c'est qu'il y a la stratégie pour mettre fin à la tuberculose d'ici à 2035. Elle ne peut être effective si on voit tous les aspects de la tuberculose et non ce que nous voyons actuellement, parce que si on voit consciemment on a une augmentation du nombre de cas malgré les efforts, c'est qu'il y a quelque part, malgré la bonne volonté, il y a des cas qui persistent. Donc en gros, un modèle mathématique peut nous aider à découvrir cela. Et quel est le tableau mathématique que vous avez proposé? Oui, c'est un modèle, vous avez vu, c'est un peu très technique, c'est un modèle compartimental avec des équations ordinaires. Donc, traduire l'épidémiologie en épidémiologie mathématique, donc pour une maladie. Et quel est le tableau actuel de la tuberculose par rapport aux années antérieures? Le tableau actuel, c'est que c'est une maladie qui continue, pas seulement en RDC. Il ne faut pas croire que c'est la RDC seul qui souffre. Plusieurs pays, il y en a un bon nombre de pays qui voient leur cas augmenter. Il faut beaucoup d'efforts, c'est ce que vous devez retenir. Amène-nous l'Éternel, n'oublie pas, c'est bien.